Alors, bon, bonjour et bienvenue à cette dernière journée du colloque. On souhaitait vous remercier premièrement pour la journée d'hier qui a été vraiment riche en émotions, mais aussi en découvertes fertiles pour les recherches, je dirais, puis en découvertes d'artistes. On a découvert, en tout cas moi, j'ai découvert d'un côté plus personnel des gens que je vais continuer à suivre. Donc, on a pu aborder des méthodologies créatives, mais aussi sensibles, tout comme des enjeux terrain qui peuvent réellement compromettre la qualité des informations. On a terminé là-dessus hier et de ce que j'ai cru comprendre, on va continuer dans cette lancée aujourd'hui en ayant toujours comme trame de fond cet objectif assez humble, mais quand même présent, que le colloque puisse vous servir et vous permettre de ventiler. Donc, le sujet des frontières a quand même été touché hier sous différents angles. La recherche étant parfois tellement près de nous que la frontière, comme on l'a constaté hier, ben, c'est parfois nous-mêmes, donc c'est notre propre corps. C'est sûr qu'en abordant ce genre de réflexion, on entrait rapidement dans l'intimité et je pense que peut-être on va continuer dans certains panels de toucher à ça aujourd'hui. Donc, on vous remercie vraiment pour votre vulnérabilité et votre sincérité dans ces discussions-là. Et je tiens d'ailleurs à rappeler qu'on n'est pas tous et toutes égaux devant plusieurs causes ou sujets. Donc, si certaines personnes préfèrent se retirer lorsque des sujets à plus forte charge émotive pour eux ou pour elles vont être abordés, que ces personnes-là n'hésitent pas à le faire. Également, on souhaite créer un espace bienveillant et on acceptera donc juste des échanges qui vont dans ce sens-là. Même les critiques peuvent être amenées de manière constructive et respectueuse. Donc, on vous encourage à fonctionner de cette manière. On remercie à nouveau Brigitte Giguère qui était avec nous hier et qui est encore là aujourd'hui, mais aussi Stéphanie Proux, qui vont être les interprètes du colloque aujourd'hui pour rendre les archives disponibles sur notre site web, mais aussi le colloque d'aujourd'hui, accessible aux personnes sourdes. On vous rappelle donc de parler lentement pour faciliter leur travail. Aussi, comme vous le savez, le colloque se termine avec le dernier panel vers 12h30. On vous encourage à rester quand même avec nous ensuite pour l'heure du lunch qu'on avait conçu comme un espace convivial où on aimerait débriefer tout le monde ensemble à propos de ce qu'on a discuté dans les 2 derniers jours. Puis aussi, on pourra poursuivre des conversations et aussi échanger sur les œuvres qu'on va avoir produites pendant le colloque. Œuvre est un bien grand mot, mais je voulais juste vous rappeler qu'on vous invite à dessiner, à écrire des mots qui vous viennent selon les panels ou encore même des couleurs pour ensuite pouvoir échanger là-dessus. Donc, sur ce, je vous rappelle de fermer vos micros lorsque vous ne parlez pas et aussi vos caméras si vous ne souhaitez pas être enregistré. Alors, on commence cette journée avec notre troisième panel dans lequel on va retrouver Maude Arsenault de l'Université de Montréal qui a fait son mémoire de maîtrise sur les intervenants en régionalisation de l'immigration dans les régions éloignées du Québec. Également, Brigitte Nga-Ondigui de l'UQAM, qui est doctorante au programme interuniversitaire en histoire de l'art, ainsi que Fritz Gérald Louis, candidat au doctorat en muséologie, médiation et patrimoine à l'UQAM. Donc, le titre du panel, c'est Entre défis et difficultés des jeunes chercheurs et chercheurs. Donc, je vous laisse la parole. Bonjour, Maude Arsenault. Juste pour vous faire une petite intro sur comment notre panel va être organisé, ça va être divisé en deux pour 3 panélistes. Ça va être moi qui va commencer, qui va parler des enjeux d'un terrain que j'ai fait chez moi, ici au Québec. Après ça, on va pouvoir avoir des questions sur ce panel-là. Ensuite, Fritz Gérald et Brigitte vont parler plus des défis vécus par les chercheurs à l'étranger. Donc, on va pouvoir comparer, Brigitte va nous parler des défis qu'elle vit, elle, chez elle, tandis que Fritz va nous parler des défis d'un jeune Haïtien au Québec.
Et après ça, ben, on va pouvoir discuter avec eux ensemble pour comparer un peu les parcours, comparer aussi les défis de là-bas, d'ici et tout ça. Donc, je vais commencer. Bon, je viens d'apprendre qu'il fallait que je parle lentement, puis ça me stresse un peu. Je vais essayer de faire mon possible. C'est pas ma force de parler lentement. Donc, aujourd'hui, moi, j'aimerais vous parler du rôle de l'ethnologue sur le terrain. Donc, ce que la théorie nous dit, ben, elle nous en dit premièrement très peu sur le sujet. On sait bien sûr qu'il doit changer de rôle à différents moments de la recherche, donc dépendamment des phases de celle-ci, des situations et des exigences méthodologiques et éthiques. Donc, l'ethnologue doit adopter plusieurs rôles qu'il va développer et ajuster au cours de ses recherches, ses investigations, des négociations avec ses informateurs. Pour adapter son rôle, ben, il faut qu'il soit à l'écoute de son environnement pour que ces adaptations soient adéquates au contexte et ainsi maintenir et approfondir ses relations avec ses informateurs dans le but de poursuivre ses recherches. Il apprend un peu son rôle comme un enfant apprend à se déplacer. Grâce à une série d'essais et d'erreurs, ben, il va corriger grâce au feedback qu'il reçoit. Donc, si j'avance trop vite, je tombe. Donc, le chercheur apprend à se comporter sur le terrain de recherche en s'adaptant aux contraintes de ses relations interpersonnelles. Dans la littérature, on parle surtout de 4 rôles. Il y a premièrement celui de participant. C'est celui qui devient membre du groupe observé. Il y a ensuite le participant observateur. C'est lui qui va avoir, oui, un rôle sur le terrain, mais qui va être aussi explicite sur ses intentions de recherche, puis qui va créer des relations avec ses informateurs. Il y a ensuite l'observateur participant. Lui va maintenir des contacts brefs, formels et explicites avec ses informateurs. Finalement, il y a l'observateur. Lui se retire des interactions avec ses informateurs, un peu comme derrière une vitre. On peut imaginer ce genre de recherche-là. Oui, cette typologie-là est intéressante, mais il serait dangereux de voir les rôles comme mutuellement exclusifs. Ils doivent être utilisés à leur tour selon les différents moments et contextes de la recherche. Par exemple, dans les premiers moments du terrain, ben, le chercheur se voit plus prendre un rôle d'observateur parce qu'il va prendre le temps d'intégrer l'information qu'il reçoit, puis il va s'adapter pour adapter ses comportements. Plus sa recherche va avancer, plus il va développer des comportements adaptés et suffisamment acceptés pour que les gens dans le terrain le laissent participer de plus en plus. Il y a aussi certains contextes qui se prêtent mieux à un rôle qu'à un autre. Par exemple, en contexte clinique, le chercheur doit tenter de rester plus observateur pour ne pas entraver la relation clinicien-patient, ni l'intervention qui est en cours. Donc, théoriquement, oui, ces informations sont intéressantes, mais elles restent quand même très vagues, puis elles ne fournissent pas vraiment de valises pour aider les nouveaux chercheurs à naviguer sur un terrain. Comment, en fait, on les reconnaît, les signes, pour savoir quel rôle il faut revêtir lors d'une situation donnée? C'est quoi les signes qu'il faut surveiller pour savoir comment agir avec son interlocuteur? C'est difficile de répondre à ces questions-là de manière absolue. Il y a quelques généralités qui peuvent être tirées, mais il me semble plus pertinent à s'intéresser à des contextes particuliers. Donc, la réflexion que je pose avec vous ici, elle va se pencher sur le contexte de soins en milieu clinique. Pour vous offrir ces réflexions-là, je vais vous présenter un peu la recherche puis les circonstances ayant mené à mes réflexions, parce que je vous présente des réflexions personnelles. J'ai été amenée sur le terrain pendant plusieurs semaines dans une clinique de réadaptation. Dans cette clinique-là, il y a eu des embûches dans le chemin, puis il y a eu des difficultés sur mon terrain. Puis j'ai remarqué que dans les articles, dans les livres, on voit rarement, sinon jamais, ces difficultés-là. Ils ne sont comme pas visibles. Pourtant, c'est grâce à ces difficultés-là que je peux aujourd'hui vous présenter des réflexions qui, je pense, peuvent être utiles aux futurs chercheurs et qui vont m'être utiles en tant que chercheur dans l'avenir. Je pense qu'ils ont fait de moi et ils vont faire de moi une meilleure ethnologue. C'est mes essais et erreurs que je vous montre ici. Puis ces essais-là m'ont obligé à réfléchir sur ce qui se passait pour apprendre à mieux agir par la suite. La recherche, c'est une étude sur l'alliance thérapeutique entre les cliniciens et les travailleurs immigrants lésés au travail. Le projet a été porté par une équipe de recherche, puis le terrain se faisait à 3, mais vu que j'étais engagée pour faire le terrain, c'est moi qui assurais la majeure partie de la présence en clinique. La clinique, il faut imaginer qu'elle
est située dans un collège au sous-sol, donc c'est une clinique privée. Elle est à côté d'un gym privé aussi, mais le gym n'appartient pas à la clinique. C'est comme les gens peuvent aller s'entraîner là. Les patients, ils viennent passer leur journée à suivre un programme de réadaptation qu'on appelle. Donc, ils peuvent être là 3, 4, 5 jours semaine. Ils peuvent être là toute la matinée, toute la journée. La plupart du temps, ils sont autonomes. Ils doivent suivre un plan. Ils ont des exercices à suivre. Ils les font dans le gym. Il y a des kinésiologues qui les accompagnent pour s'assurer qu'ils font bien les mouvements. Puis, quelques fois par semaine, ils ont des rendez-vous avec des cliniciens en privé, donc un physio, un ergo, un psy, etc. Donc, moi, j'étais là pendant plusieurs semaines, puis il y a eu une rupture à un moment un peu charnière du programme de réadaptation. La première batch de clients qu'on suivait était rendue au moment du programme où le retour au travail était abordé. Il devenait réel. C'était dans 1 semaine, 2 semaines. Puis ça, c'est toujours un moment qui amène des tensions. Parce qu'il faut rappeler que ces personnes-là, ils sont en 2e ligne, ils sont en douleur chronique. Donc, dans ce contexte-là, première erreur que j'ai faite, bien, je participais à une réunion d'équipe. À chaque semaine, l'équipe se réunissait, puis là, je participais à une réunion d'équipe. Puis j'ai émis mon avis sur une des patientes, puis ça n'a pas été bien reçu. C'était pas la première fois que je donnais mon avis, puis on m'avait même des fois sollicité pour le donner, parce que, bon, je leur parlais, j'avais un certain point de vue externe. Mais là, cette fois-là, ça n'avait pas sa place. C'est sûr que j'aurais jamais dû accepter de donner mon avis dès le début. Ça, c'est à apprendre, mais je me sentais de plus en plus confortable, je me suis permis. Le jour suivant aussi, bien, il y a une clinicienne pour la première fois qui refuse que je la suive en rencontre privée, malgré que la patiente était d'accord. Puis ça faisait depuis le début que je demandais aux cliniciennes si je pouvais venir. Ils me disaient, ben, il n'y a pas de problème, il faut juste que tu demandes la permission au patient. Puis là, c'était la première fois qu'on me refusait, fait que je sentais qu'il y avait comme des tensions. Puis ça m'a amené à beaucoup réfléchir. J'ai aussi parlé à mon équipe. On a finalement eu aussi des rencontres avec l'équipe clinique. On a parlé avec la direction, on a eu plein de sortes de réflexions, puis on a finalement adapté aussi nos méthodes d'observation. Fait que je vais vous présenter mes principales conclusions de mes réflexions suite à toute cette péripétie-là. Première conclusion, c'est que au fil du temps, ma sensibilité et mon intérêt pour les populations vulnérables, donc ici, c'était les personnes immigrantes lésées au travail, en douleur chronique, bien, ont fait en sorte que je me suis surtout rapprochée des patients. Lorsque j'avais juste un patient qui était en clinique la journée, bien, j'allais souvent dîner avec lui. Puis cette proximité-là, elle a été remarquée par l'équipe. Fait que ça l'a mis à mal la supposée neutralité du point de vue du chercheur. Puisque l'ultime objectif, c'était d'améliorer le sort de cette population vulnérable, bien, la présence du chercheur en clinique, elle repose quand même sur une entente entre la clinique et l'équipe de recherche. Eux, l'équipe, ont adhéré au projet, mais cette adhésion au projet-là, elle dépend de la confiance accordée aux chercheurs à moi. Il faut vraiment faire attention de faire preuve de neutralité. À ce moment-là, on a décidé de nous éloigner des patients. Donc, on a arrêté de dîner avec eux, puis on a tenté aussi de diminuer tous les moments de complicité ou les discussions devenues plus neutres et moins axées sur la recherche. Donc, on a essayé vraiment de devenir moins copain avec eux. Également, en me rapprochant des patients, j'ai remarqué que je m'étais éloignée de l'objectif de la recherche parce que c'était d'étudier l'alliance thérapeutique, donc le point de vue des patients et des cliniciens. C'était ça l'objectif. C'était pas juste savoir qu'est-ce qu'eux vivent, leurs difficultés. Non, c'était vraiment savoir l'alliance thérapeutique. Puis le chercheur, surtout en milieu clinique ou en milieu institutionnel, je m'étais engagée à livrer un devis de recherche. Fait qu'il y avait des retombées sur lesquelles la clinique avait accepté de participer. Puis j'étais en train de m'éloigner de cet objectif-là parce que je m'approchais trop d'un côté alors que l'objectif, c'était vraiment de savoir les deux côtés. Fait que ce que j'ai remarqué, c'est que mes sensibilités me menaient à explorer des pistes qui étaient, oui, intéressantes, mais qui s'éloignaient à l'objectif de recherche sur lequel on s'était accordé. Fait que pour ça, la mémoire est une faculté qui oublie. Fait qu'après quelques semaines, mes intérêts me faisaient peut-être oublier exactement c'était quoi l'objectif. Et pour m'assurer de garder le cap, j'ai commencé à relire les objectifs de recherche de manière hebdomadaire ou bi-hebdomadaire. Je voulais être sûre que ma boussole, je le regardais souvent. Ce que j'ai remarqué aussi, c'est que mon confort m'a mené à devenir de plus en plus participante et de m'éloigner de la simple observation.
Au fur et à mesure que le terrain avançait, ben, je sentais que j'avais compris ma place, je me sentais confortable à agir de certaines manières. Mais il y a une chose que j'avais diminué l'importance, c'est qu'en milieu clinique, c'est plus complexe que je l'aurais pensé. Les cliniciens ils ont une vision thérapeutique. Puis moi, je n'ai pas cette vision-là. Fait que, malgré moi, des fois, ma présence, elle avait des effets auxquels je n'avais pas pensé. Les patients sont en douleur chronique. Ils doivent apprendre une dure réalité, c'est que la douleur, elle ne va sûrement jamais s'en aller. Ils doivent apprendre à la gérer puis aller au travail quand même avec celle-là. Mais ça, juste les convaincre de cette réalité-là, c'est un travail qui est constant. Puis ça fait qu'ils sont vulnérables, ces patients-là aussi. Ils cherchent comme n'importe quel signe qui pourrait renforcer leurs croyances, qui les aide à la recherche d'un coupable. Fait que juste quand je leur pose une question, quand je leur dis « Ah ouais, OK », ben ça peut remettre en cause tout ce que les cliniciens viennent de leur dire dans la journée. Fait que ce qu'on a conclu, c'est qu'on devrait vraiment prendre un rôle plus observateur puis laisser de côté la participation. On a aussi décidé de faire une coupure claire entre le programme et la recherche parce que des fois, les patients ne comprenaient pas très bien la différence entre les deux. Fait au lieu de parler aux patients de manière comme informelle dans le gym en deux entraînements, parce qu'on s'entraînait avec eux, ben, on a décidé de plus faire ça de manière journalière à la fin de la journée, dans un local séparé, pour bien faire la séparation dans leur tête, pour qu'ils arrêtent de nous voir un peu comme un clinicien ou un expert ou quelqu'un qui pourrait les aider. Finalement, la présence en rencontre privée, bien, elle doit être acceptée par et le patient et le clinicien. Au début, moi, il me renvoyait toujours vers le patient. Fait que, après 5-6 fois, j'ai fait 1+1, puis je me suis dit, OK, je n'ai pas besoin de la permission du clinicien, mais c'est pas vrai. Le clinicien a une vision thérapeutique, il sait c'est quoi les objectifs qu'il va essayer d'atteindre dans sa rencontre, puis il sait si ma présence peut nuire ou non. Fait que, pour des questions éthiques, ben, il faut vraiment avoir la permission des deux. Puis après ça, j'ai réfléchi aux relations que j'entretenais et puis les différents signaux qui devaient guider ma conduite avec les différents acteurs. Premièrement, avec les cliniciens, il y en a deux principaux. C'est premièrement la connaissance ou l'intérêt du monde de la recherche. Il y avait un clinicien que lui, il était vraiment dans l'amélioration continue. Donc, après, il savait très bien m'intégrer dans ses rencontres, puis ça allait très bien. D'autres étaient moins à l'aise. Puis aussi le niveau d'insécurité personnelle des cliniciens. Il y en a qui se sentaient observés par moi puis jugés dans leur travail. Fait qu'eux, il fallait que je m'assure de leur dire, tu sais, moi, je ne suis pas thérapeute, j'ai aucune idée de ce que vous faites, si c'est bien ou si c'est pas bien. Après ça, avec les patients aussi, ben, il y avait premièrement la raison de participer à l'étude. Est-ce qu'ils ne sont juste pas confortables de dire non? Est-ce qu'ils veulent quelqu'un qui va les aider, qui espère qu'il va les aider à faire du ménage dans tout ce brouhaha de la CNSST? Ou est-ce qu'ils veulent vraiment aider la recherche? Ça avait un impact sur la manière qu'il fallait agir avec eux. La perception qu'il y avait de notre rôle, quand il y avait des patients qui me demandaient des informations sur comment faire les exercices, je devais comprendre que là, il faudrait que je coupe plus clairement avec eux. Donc, il faut que je mesure le degré minimum de proximité qui m'est nécessaire pour entretenir la relation, mais il ne faut pas que je la dépasse. Bon, donc, en conclusion, j'ai appris que je devais mettre des mécanismes pour m'assurer de garder un niveau d'alerte maximum puis réagir vite aux signaux de malaise sur le terrain. Ces mécanismes devaient aussi me servir à ne pas m'asseoir dans le confort, parce que surtout que j'étais chez moi, les gens parlaient ma langue, mon accent. Je pense que j'aurais peut-être pas été aussi confortable rapidement si j'étais ailleurs, mais parce que quand tu es confortable, c'est là que les erreurs, ils peuvent survenir. Fait que pour faire ça, j'ai mis comme une routine de me lire régulièrement mes objectifs. J'ai aussi essayé de m'instaurer une petite routine en entrant dans la clinique. C'est juste une petite phrase comme en rentrant, OK, Maude, tu prends ton chapeau de chercheur, tu n'es plus Maude. Donc, là, j'ai parlé de l'accent. Fait que finalement, un terrain en milieu clinique comporte quelques particularités. Donc, la présence du chercheur a un impact sur la relation entre patient et clinicien. Puis ça peut avoir des impacts importants sur le processus de soins et donc sur la santé des patients. Fait que je pense que ce milieu-là, il demande à être un peu plus observateur que peut-être ailleurs.
Et aussi, les institutions sont souvent difficiles d'accès pour le chercheur, fait qu'il faut faire beaucoup plus attention à garder l'équipe et l'administration de notre côté et donc continuer à fournir les objectifs et respecter les objectifs qu'on s'était accordés au début. Donc, j'espère que ce petit voyage dans mes erreurs de terrain vous aura rassuré que vous n'êtes pas les seuls. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Maude. Alors, ben, je vous laisse poursuivre là, dans votre panel. Si jamais vous avez des questions pour mon panel, vous pouvez me les poser maintenant, parce qu'après ça, on aimerait ça plus faire comparatif entre Brigitte puis Fritz, puis moi, je suis comme un peu à part mon Oui, affaire. oui, je comprends. Okay. Parfait. Ben, à ce moment-là, on va enchaîner avec un segment conversation. Et aujourd'hui, c'est ça, on a commencé un petit peu plus tôt. Donc, on va en profiter pour approfondir les conversations. Donc, ça se peut qu'on parle un petit peu plus, mais c'est juste tant mieux. Pour la partie des questions puis des conversations, je voulais juste rappeler qu'on va utiliser le système des mains levées avec le Zoom. Donc, vous pouvez, si vous ne savez pas comment, n'hésitez pas à écrire sur le chat. Donc, on va prendre les mains levées. On favorise aussi l'autorégulation. Donc, si vous sentez que vous avez beaucoup pris la parole, on vous invite à vous-même peut-être laisser l'espace aux autres. Et à part de ça, ben, on reste bienveillant et respectueux. Donc, je peux peut-être prendre les premières mains levées s'il y en a. Est-ce que c'est mieux chercher des gens? Là, je vais mettre mon écran en galerie. Et aussi préciser peut-être que si certaines personnes ne sont pas à l'aise de prendre la parole pour l'enregistrement ou pour le public ou que sais-je, pour quelle autre raison, vous pouvez aussi écrire dans le chat la question, puis on peut se charger de les poser, enfin de les lire. Tout à fait. Donc, on avait fait ça hier d'ailleurs, il n'y a aucun problème. Je vois que Catherine, tu avais la main levée, donc je te laisse la parole. Merci, Maude. Ça m'a vraiment touchée. En fait, ça a généré beaucoup de choses parce que, en fait, j'étais comme un peu frustrée pour toi. Je me disais comment tu faisais pour t'extraire de toi ou est-ce que c'était un peu comme une violence que tu te faisais à toi-même de dire OK, aujourd'hui, je rentre sur mon terrain clinique. Puis je comprends. En fait, ce que je trouve super intéressant aussi, c'est la distinction que tu fais entre le milieu clinique puis d'autres milieux de recherche qui pourraient permettre vraiment une séparation peut-être moins stricte entre la chercheuse et toi, ce que tu es. Mais là, comme tu arrivais sur le terrain en disant OK, ben pour le bon fonctionnement, pour que ça marche de façon fluide, la recherche, mon terrain il va falloir que je fasse une séparation. Donc, je me demandais comment tu la vivais, en fait. Parce que en fait, ça a été un moyen d'apprendre de tes erreurs, de ce que je comprends. Ça a été comme un mécanisme que tu as mis en place. Mais je me disais, est-ce que tu t'es senti bien avec ce mécanisme-là? Ou en tout cas, je me demandais comment tu l'avais vécu. Je peux comprendre qu'est-ce que tu penses, mais en même temps, quand je me rapprochais d'eux, c'est des personnes qui sont vraiment vulnérables, qui sont en douleur chronique, que souvent le système les a lésés à plusieurs niveaux, qui sont stressés de perdre leur indemnité, de retourner au travail dans la douleur, de ne pas se retrouver un emploi. Quand j'étais proche d'eux, je me sentais vraiment pas bien aussi devant cette impossibilité-là de les aider. Autant je voulais m'approcher, je voulais comme avoir une oreille compatissante pour eux, puis j'aurais aimé ça, mais tu peux rien faire. En fait, un, j'avais pas le droit d'agir, puis deux, qu'est-ce que j'aurais pu faire? La douleur chronique, je ne vais pas la régler. En même temps, de m'éloigner d'eux, ça a fait deux choses. Ça m'a comme aidé, soulagé de ce côté-là un peu plus humain, mais de l'autre côté, c'est sûr qu'aller au terrain était moins motivant, c'était plus difficile. Surtout que là, on était dans un gym, on s'entraînait toute la journée. Les observations de ce que je voyais dans la journée, à un moment donné, c'était comme j'avais atteint un peu un maximum de ce que je pouvais observer. Fait que ça a été plus difficile de me motiver après, je dirais.
Mais ça a quand même fait du bien de moins être proche d'eux. Ce sentiment d'impuissance-là a comme réglé, mais c'est ça. C'est surtout aussi, j'en ai pas parlé, mais tu sais, vu que j'étais avec une équipe de recherche, ça a été tout le stress de perdre le terrain. Ça serait pas arrivé, c'était pas si pire que ça, mais sur le moment, moi, je voyais que les gens ils étaient comme inconfortables avec moi, puis là, je me sentais vraiment mal. Fait que ça m'a fait des mécanismes qui m'ont quand même rassuré aussi que là, il y avait moins de chances que je me replante. C'est sûr que je n'avais pas ce stress-là au début, mais quand c'est arrivé, là, pendant 2-3 semaines à la maison, je me sentais vraiment pas bien. De remettre ces mécanismes-là m'a donné comme un filet de sécurité qui m'a quand même soulagée. Fait je dirais qu'émotionnellement, ça a été comme plus facile, mais ça a été sur la motivation que ça a été plus difficile. Est-ce que je peux poser juste une mini autre question? Oui. Ben, en fait, peut-être tu l'as pas dit, mais est-ce que, tu sais, parce que c'est vrai qu'il y a souvent, tu sais, bon, l'observateur participant, tu sais, il y a comme ces espèces de catégories-là. Puis toi, au terme de ton terrain, est-ce que tu t'es dit, hey, finalement, moi, j'ai expérimenté ni un ni l'autre, tu sais, ou un peu des deux, mais en fait, est-ce que tu as trouvé une nouvelle façon d'essayer de le nommer qui correspondait plus à toi, ce que tu avais vécu, puis qui correspondait à aucune de ces catégories-là d'observation ou de position de chercheuse? Je pense que les catégories fonctionnent quand même. Je vois plus ça comme un continuum entre observateurs-participants. Puis plus je me sentais confortable, plus je me mettais dans le continuum participant. Puis je pense que j'ai comme atteint la limite où en milieu clinique, c'était comme plus correct d'être participant. Il fallait que je recule un peu vers l'observation. Est-ce qu'il y a un nom pour chaque pas dans le continuum? Je ne sais pas. Moi, je vois plus ça comme... Je vois pas 4 catégories, plus comme un continuum, plus que tu participes, plus tu observes. Fait que je pense que ça rentre là-dedans. Puis c'est juste, je pense qu'il faut faire attention dans le milieu, à quel point le milieu te permet de t'en aller du côté participant. Ou des fois, si je pense à quel point le milieu te permet d'aller du côté observateur, je peux imaginer des milieux où les gens n'aiment pas se faire observer. Ils aiment plus que il faut que tu sois vraiment leur ami, il faut vraiment que tu gagnes leur confiance. Je pense qu'il faut savoir lire le milieu pour justement prendre le rôle qui te permet de continuer. C'est vraiment intéressant. Merci, Maude. Merci. Là, on a 3 mains levées. Alors, je vais aller dans l'ordre de comment je les ai vues apparaître. Donc, Sarah, ensuite Analou et ensuite Célia. Puis, on va garder juste un œil sur le temps, là, vers et 5 et 7. On pourra peut-être clore la période de questions. Donc, je te laisse aller, Sarah. Oui, merci. Merci Maud pour cette présentation, c'était en effet super intéressant. J'aurais une question justement, quand tu as dû ajuster ta méthode, est-ce que tu as vu une différence j'imagine que tu as vu une différence dans le rapport avec les patients, les participants, participantes, mais plutôt dans la collecte de données, de choses. Est-ce que tu as vu un ralentissement, une différence dans ce qui pouvait te donner dans le rapport que vous aviez? Je pense que oui, on a moins de données, mais je pense aussi qu'il y a des données avant qui ne répondaient pas aux objectifs. Fait que je pense qu'il y avait comme, autant c'était des données intéressantes, mais il y était quand même des bruits dans l'atteinte des objectifs. Fait que est-ce qu'on atteignait moins, en termes de nombre, oui, mais en termes de qualité, je ne suis pas certaine. Parce que ça nous rapprochait plus des objectifs. C'est sûr, les objectifs étaient... on est dans le milieu institutionnel, clinique, on a plusieurs grosses... Je pense que les syndicats, ils ont donné leur accord là-dedans aussi. Fait que, on ne pouvait pas trop s'en aller non plus pour dire juste les difficultés que les personnes immigrantes vivent. Là, il fallait avoir une certaine neutralité. Fait c'est sûr que c'est ça. En termes de nombre et peut-être pour mes intérêts personnels, oui, mais pour le projet de recherche, je ne crois pas. Ok, merci. Alors, Analou, tu peux poser ta question? Oui, bonjour et merci beaucoup, Maud, pour ton intervention. Ma question, en fait, c'est quand tu as dû rédiger ton protocole de recherche que tu dois soumettre au comité d'évaluation,
Justement, est-ce qu'on t'avait pas abordé cette question de la proximité que tu aurais pu avoir avec avec les patients? Est-ce que c'était pas un point qui a été soulevé ou qu'avec le recul, tu penses qu'il aurait été important qu'il soit soulevé parce que ça touche quand même à de l'humain et je sais que ça, quand on établit ces protocoles, c'est c'est toujours délicat. Merci. J'aimerais pouvoir te répondre, mais ben, peut-être heureusement pour moi, mais peut-être c'est ça qui a nuit un peu à comment j'étais sur le terrain. C'est pas moi qui ai porté tout le protocole. L'équipe de recherche a monté le projet, était dans le projet depuis comme 2 ans. Moi, j'ai été engagée pour faire le terrain lorsque tout était accepté. J'en ai venu aussi à la conclusion que c'était peut-être une des raisons pourquoi j'avais été moins responsive aux enjeux cliniques parce que j'ai été engagée pour mes capacités en interculturel, mais c'était la première fois que je rentrais dans le milieu de la santé, tandis que l'équipe de recherche qui m'a engagée était avec cette équipe clinique-là, c'était la deuxième recherche qu'ils avaient, ils avaient une relation, ils s'y connaissaient plus dans les enjeux de santé, de réadaptation. Moi, ça a comme été un peu mon apprentissage. Donc, oui, c'était une faiblesse, mais en même temps, d'être avec une équipe, une chance qui était là parce que j'ai pu vraiment me baser sur eux. Ils ont vraiment aidé, ils ont communiqué avec la direction, puis ils ont vraiment été derrière moi. Fait que ça m'a aidé. Mais oui, le protocole, je me souviens, pourtant je l'ai lu, le protocole, là, puis je me souviens pas qu'il parlait de tout ça. J'étais supposée avoir sur le protocole, il était écrit que j'aurais un rôle de stagiaire. Ça a été comme flushé dès la première journée. Fait que je sais pas, si j'étais stagiaire, normalement, j'aurais dû avoir de la proximité. Fait que, ouais, je sais pas. Merci. Alors, rapidement, on va y aller avec Célia. Je sais que tu avais une main levée. Oui, bah oui, mais j'ai comme trop de questions en tête, alors je sais pas si je vais peut-être faire comme Estelle, on pourra peut-être poursuivre tout à l'heure, mais juste, je vais les glisser. La première sera en fait, Maud, de savoir si tu vas justement relater cette espèce d'observation de toi-même en tant que chercheur sur le terrain dans ta thèse, pour savoir justement si tu vas l'exposer, parce que je pense que d'avoir été mis dans un contexte où il y avait à la fois l'étude des cliniciens, à la fois l'étude des patients et le fait que tu aies été intégré dans une équipe, ça fait beaucoup d'éléments très différents, je trouve, et compliqués. Donc, je pense qu'il y aurait peut-être une réflexion à apporter qui pourrait être très intéressante. Puis, il y a des chercheurs qui ont déjà travaillé là-dedans qui peuvent être intéressants. Et je pense que quand on travaille avec des populations vulnérables, que ce soit dans le milieu médical, mais je pense aussi aux personnes qui travaillent avec les itinérants, les personnes qui travaillent avec les immigrants, les personnes qui travaillent avec des personnes qui subissent des violences ou des choses comme ça. Il faut quand même que le chercheur ait une sorte de formation avant d'être mis un petit peu dans la situation, parce que c'est sûr que va y avoir un impact autant sur les participants que sur le chercheur lui-même. Donc, c'est un peu tout ça, mais si tu veux, on pourra en débattre à un autre moment. Parfait. Oui, je vais laisser la parole à mes collègues, puis on en reparlera. C'est super, ça nous fait de la belle matière pour, pour le lunch. Puis aussi, comme je disais, là, on va se laisser jusqu'à 10h45 pour discuter. Donc, si jamais ça peut être inclus dans la conversation à la fin de votre panel, ça peut être ça aussi. Donc, je laisse le panel 3 poursuivre. Ça va être à Brigitte. Ouais. Je la vois plus connectée. Tu peux, le micro est sur silencieux, oui, parfait. Oui, mon micro est ouvert. Vous m'entendez? Oui. Bonsoir à tous à partir du Cameroun. Ma présentation, je vais muter. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Vous m'entendez? Oui, on t'entend, mais avec un écho. Oui, c'est ça. Oui, il y a quand même... oui, j'ai activé au même moment et mon laptop également, parce que ma présentation est dans ma machine.
Donc, OK. je vais fermer le micro au niveau de mon téléphone. Et au niveau du téléphone, vous n'aurez que mon image. Et sur mon ordinateur, vous aurez ma présentation. C'est bon, vous m'écoutez maintenant? Merci. Oui, là, c'est bon. OK, je suis Brigitte Ngaoundigi. Je viens du Cameroun. Et je parlerai ce soir du parcours d'une jeune chercheure au Cameroun. Je suis inscrite au programme interuniversitaire en histoire de l'art à l'UQAM. Connaissez-vous mon beau pays, le Cameroun? Le Cameroun est un pays de l'Afrique centrale. Je disais, le Cameroun est un pays de l'Afrique centrale. Et généralement, les auteurs nomment ce pays l'Afrique en miniature à cause de la diversité des expressions culturelles camerounaises que l'on rencontre également partout à l'intérieur de l'Afrique. Nous avons plus de 256 langues, ce qui impacte également sur les ethnies et les dialectes. Nous avons 8 universités d'État au Cameroun. Je ne vais pas m'appesantir sur les universités privées et les grandes écoles, parce que ce sont les universités d'État qui m'intéressent. Le pourquoi de ma thématique cet après-midi? Tout simplement parce que c'était un cri de détresse. C'était un SOS à l'endroit de la communauté scientifique, mais également des pouvoirs publics camerounais. Cet SOS, c'est pour voir le changement par rapport à la condition de la recherche, par rapport à la condition du chercheur au Cameroun. Et la question d'orientation pour ma présentation est la suivante. Les conditions de la recherche au Cameroun permettent-elles l'épanouissement du jeune chercheur? Voilà ma question d'orientation. La problématique ou alors la méthodologie que j'ai utilisée pour mettre au point ce questionnement est la suivante. Je suis passée par un questionnaire que j'ai envoyé à 120 chercheurs universitaires. Je sais que le ratio pour le moment est bas, mais j'ai pris en compte le conditionnement avec la grande pandémie actuelle. Et je compte continuer ce questionnaire dans les autres universités après la pandémie, si cela me le permet. J'ai également pris appui comme méthodologie mon expérience personnelle de chercheur. Comme objectif de cette présentation, les objectifs sont légion. Un objectif principal, il s'agit pour moi d'interpeller les pouvoirs publics et la communauté scientifique sur les nombreuses entraves dont fait face le chercheur au Cameroun. Comme objectif secondaire, je veux attirer un regard particulier sur la condition de la recherche au Cameroun, car cette recherche est difficile. Je veux également présenter les nombreuses difficultés liées à cette recherche-là. Comme difficulté donc, et par rapport au questionnaire envoyé aux divers chercheurs, nous avons des difficultés logistiques. Et comme première difficulté logistique, nous avons l'énergie électrique parce que depuis un temps au Cameroun, il y a des coupures intempestives d'électricité.
Comment faire de la recherche dans pareil contexte? Vous comprenez et vous conviendrez avec moi que cela est quasi impossible. Outre les problèmes de coupure d'énergie, nous avons un problème criard avec la connexion Internet. Comme tout à l'heure, ma connexion va bugger et j'en suis certaine. Donc, Internet est également une grande difficulté dont le chercheur au Cameroun fait face. Parce que si on n'a pas Internet, nous ne pouvons pas télécharger les documents, nous ne pouvons pas assister à des colloques, nous ne pouvons pas assister à des séminaires. Bref, nous ne pouvons pas partager. Une autre grosse difficulté pour le chercheur, c'est nos ordinateurs qui sont généralement déficients. Parce que le chercheur achète généralement des ordinateurs de seconde main. Et vous savez, ce qui est de seconde main n'a pas long feu. Et automatiquement, nos ordinateurs nous créent des problèmes. Une autre grosse difficulté, c'est l'impécuniosité, c'est-à-dire le manque de finances. Nous avons un manque de financement pour galvaniser la recherche au Cameroun, mais aussi galvaniser le chercheur. Comment faire donc de la recherche sans moyen d'accompagnement? Dites-le-moi. Hier, nous avons évoqué un problème lors de la présentation de mon ami Sidino, le Moyen-Âge des informations par des personnes ressources. Nous nous rendons compte que c'est un problème important dont fait face aux jeunes chercheurs en Afrique, mais notamment au Cameroun. Si nous voulons avoir des informations, il faut payer les personnes ressources. Or, nous savons que le chercheur n'a pas les moyens pour payer les personnes ressources. Nous reviendrons là-dessus tout à l'heure. Nous avons également la rareté des bibliothèques spécialisées. Et le peu de bibliothèques qui existent au Cameroun, on remarque qu'il y a un manque de documents récents développant des thématiques actuelles. Comment donc travailler avec pareils documents? Comment donc faire de la recherche sans documents pour s'appuyer? Comment donc faire de la recherche avec des théories qui datent du 19e siècle, qui datent d'il y a 40 ans? Or, nous avons remarqué actuellement en Amérique du Nord, il y a un vent nouveau, il y a de nouvelles théories, il y a des théories actualisées 2020-2019. Alors, vous comprenez que nous sommes vraiment en retard sur les théories, sur les méthodologies, sur la documentation au Cameroun. Nous avons également un manque criard de laboratoires et de centres de recherche. Je vais profiter de cette occasion pour faire un coucou et remercier le CEREC, le laboratoire camerounais d'études et de recherche sur les sociétés contemporaines, qui m'a reçu depuis que je suis arrivée au Cameroun. C'est dans ce laboratoire CEREC que je mène mes recherches. Et là, nous avons l'un des rares laboratoires dont il y a un manque criard de laboratoires au Cameroun. Et il faut donc que si les laboratoires existent, qu'il y ait un partenariat solide entre nos laboratoires au Cameroun et les laboratoires occidentaux pour booster la recherche, pour trouver des bourses et des financements aux jeunes chercheurs. Sinon, faire de la recherche devient très difficile, devient du labeur pour nous, jeunes chercheurs camerounais. Nous avons également constaté que l'expertise est limitée pour un encadrement de points. Ce qui fait que beaucoup d'étudiants, beaucoup de chercheurs vont se retrouver avec des directeurs de recherche qui sont totalement déphasés avec leur recherche. Comment donc tenir la main à un chercheur alors qu'on ne comprend pas, alors qu'on est déphasé par rapport à sa théorie, à sa thématique, à son objet d'étude? C'est aussi ça un principal problème, une grave entrave à la recherche au Cameroun. Outre, nous avons des conséquences. Et les conséquences sont les pendants des difficultés.
on observe un grand découragement dans la poursuite de nos recherches. Et cela entraîne un abandon, c'est évident. D'autre part, on observe que les chercheurs sont dispersés, car pour faire de la recherche, il faut des financements. Alors, les chercheurs sont contraints de se trouver un emploi et ça les disperse. Il n'y a plus de concentration. Et plus le chercheur est dispersé, plus il est stressé. C'est ça, en fait, les conséquences qui en découlent. Comme défi et perspective de la plupart de nos chercheurs, il faut la création d'un environnement offrant des commodités telles la documentation, des bourses de recherche, la fluidité des processus administratifs, parce que nous avons remarqué, lorsqu'on dépose des demandes dans des administrations, les réponses sont lentes et ce qui nous pousse au découragement également. Il faut vulgariser les résultats de la recherche au truchement des colloques, au truchement des revues scientifiques, au truchement des masses médias, les réseaux sociaux numériques. Or, tel n'est pas toujours le cas ici au Cameroun. Il faut sensibiliser les décideurs, nos décideurs, pour qu'ils investissent dans la recherche, pour qu'ils comprennent la difficulté, les conditions dans lesquelles se fait la recherche au Cameroun. Et je crois que c'est un point très important, car la recherche est un élément important pour le développement également, et nous le savons tous. En conclusion, parce que je ne vais pas trop bavarder, parce qu'il y a un adage chez nous qui dit trop parler, c'est maladie. Le travail que je présente ici au colloque CELA 2021 est une entrée. Par la suite, j'aimerais augmenter mon échantillonnage parce que je vous ai parlé de 8 universités d'État. Car il faut plus de données factuelles pour aboutir à un article sur la question des défis du jeune chercheur au Cameroun. Quelles sont mes perspectives à moi? Cela dit que vive la recherche. Et la parole est à vous. Merci. Merci, Brigitte, pour cette présentation vraiment éclairante sur la réalité des jeunes chercheurs au Cameroun. C'est vraiment frappant. Et puis, je pense qu'on aura, ça nous donne une belle matière à conversation, peut-être à faire des ponts pour d'autres personnes dans le panel. Je pense que vous aviez construit votre panel pour que Fitzgerald, tu enchaînes et qu'ensuite on fasse une conversation sur vos deux présentations combinées. C'est bien ça? Oui, bonjour, exactement, c'est bien ça. Merci. Alors, Fitzgerald, on te laisse enchaîner. Merci. Bonjour à toutes et tous. Donc, comme Maud l'a si bien signalé au début de la présentation, ma présentation sera comme suite à celle de Brigitte. Donc, avant de commencer ma présentation, je voudrais remercier l'équipe de l'organisation du colloque CELA étudiant 2020-2021, aussi les panélistes, l'auditoire, les interprètes, puis le Centre de recherche Culture, Art et Société, CELAT, où j'ai la chance d'évoluer comme doctorant depuis 2019. Donc, ma présentation intitulée « Entre défis et difficultés, parcours d'un jeune chercheur haïtien au Québec » débute par l'interrogation, suivante. La voici. Quel regard peut-on avoir sur la posture d'un chercheur haïtien ainsi que sur la pertinence de ses intérêts de recherche au Québec? Alors, parler de ce postulat m'invite, comme on va le voir sous peu, à exposer les difficultés rencontrées par un chercheur international haïtien qui se trouve ici au Québec, plus précisément à Montréal. Mais bien avant de poursuivre,
Il est important de mentionner que ce postulat a déjà été abordé par Kenrick Demesvar lors d'un colloque tenu à l'Université Laval il y a de cela 8 ans, mais sous un angle différent du mien. Par le biais de sa communication, le chercheur a démontré l'importance de la place de la recherche en Haïti au lendemain du séisme dévastateur en date du 12 janvier 2010. Les préoccupations soulevées par ce chercheur appellent, à mon humble avis, un ensemble de problèmes majeurs que rencontrent les chercheurs en Haïti. Il s'agit de la faiblesse des infrastructures de recherche ainsi qu'un désintéressement accru à l'égard de celles-ci. Pourtant, au Canada particulièrement francophone, le dessin est tout autre. Les moyens alloués à la recherche scientifique et technique sont considérables. Ceci est observable à travers une chronique de Radio-Canada Info qui a pour titre « Où fait-on la recherche au pays ?» On y remarque que le Canada produit plus de 4% de la production du monde. Et dans cette production, le Québec a une représentation d'un tiers de la proportion grâce à la publication d'articles qui embrassent les sciences humaines et sociales. Je propose donc, à travers cette communication, de me pencher sur des éléments de difficulté rencontrés par un chercheur international haïtien, comme je l'ai signalé tantôt, dans son développement à la fois personnel, interpersonnel et académique. Cette réflexion est alors organisée en deux parties. D'abord par une petite contextualisation de l'intérêt des étudiants haïtiens à venir ici au Québec, et ensuite par des éléments de difficulté rencontrés lors de son cheminement d'études. Cela étant dit, je vais brièvement contextualiser l'avènement des étudiants haïtiens ici au Canada francophone. Mais je dois d'abord mentionner qu'il existe des collaborations entre l'Université d'État d'Haïti, UEH spécialement, et avec des universités étrangères. En effet, l'UEH est dans l'incapacité de monter concrètement un programme de recherche qui sera porteur d'une amélioration sur la société haïtienne. Face à cette situation, l'Université d'État requiert souvent l'appui technique et financier de responsables d'institutions extérieures dans le but d'établir des partenariats. Ces partenariats consistent non seulement à soutenir le développement de la recherche dans une perspective d'autonomie et de compétences, mais aussi à faciliter la mise en relation entre les chercheurs haïtiens et ailleurs. Mon idée montre que la présence d'institutions partenaires en Haïti permet de remarquer deux faits. Premièrement, l'affirmation de leur positionnement en matière de recherche et deuxièmement, leur émergence dans la production du savoir. Cette question de partenariat en Haïti, elle est porteuse d'une voie concrète de développement à la recherche. La relation entre les acteurs du partenariat a facilité un espace commun. Il s'agit de l'ouverture de la voie à de nombreux jeunes chercheurs vers des universités étrangères. Il faut bien voir aussi que cet espace a permis aux étudiants haïtiens de faire des demandes d'admission spontanées vers les universités d'où sont attachés les partenaires. Ces étudiants ont compris en outre qu'une expérience académique acquise lors d'une période d'études dans un autre pays s'avère importante pour le développement et la vie de chercheurs. En ce sens, plusieurs jeunes chercheurs arrivent à émerger en prenant des mesures parfois ardues à poursuivre leurs études dans les universités européennes et nord-américaines. La France et le Canada sont les deux principaux pays francophones que les étudiants haïtiens visent en général, et ces pays les accueillent favorablement. Donc, parmi ces étudiants, certains recommencent un baccalauréat, certains poursuivent des études en maîtrise, d'autres, par contre, sont candidats au doctorat. Et une fois le programme commencé, ils intègrent des laboratoires, des centres de recherche, participent à des colloques, à des contributions d'ouvrages et contribuent
à l'avancement de la connaissance. Il en ressort comme conséquence qu'ils sont désormais moins vulnérables aux conditions précaires, celles auxquelles ils faisaient face chez eux et que le chercheur Demisvar avait relaté dans sa communication, mais deviennent en revanche performants et ils entrent dans une ère à la fois compétitive et glorieuse. Mais malgré la performance académique de ces jeunes chercheurs haïtiens, je constate des difficultés de taille qui apparaissent dans leur parcours. Ces difficultés, elles sont multiples et se situent à différents niveaux. Mais dans le cadre de cette présentation, j'en tiendrai seulement compte de 3 d'entre elles qui me paraissent très pertinentes. Il s'agit de difficultés culturelles, de difficultés académiques et de difficultés financières. Commençons par la difficulté culturelle. Certains étudiants haïtiens, une fois arrivés ici à Montréal, font face à un double défi. Premièrement, à leur communauté, installée ici à Montréal depuis plus de 40 ans, qui voit la poursuite des études au cycle supérieur comme une perte de temps. Pour la mentalité collective de cette communauté, un étudiant, par exemple, qui poursuit en muséologie, en études féministes ou encore en sexologie est sujet d'abstraction. Ce chercheur est donc mal vu par sa communauté. Il est l'objet de critiques et de commentaires de part et d'autre de la communauté. Ainsi, l'étudiant en ce programme apparaît comme un étranger pour sa propre communauté. Et cette situation provoque chez lui un stress durant son parcours académique. Deuxièmement, il fait face à la communauté d'accueil, particulièrement scolaire. Les étudiants haïtiens n'arrivent pas à créer ou à construire rapidement un réseau social avec les étudiants québécois de sa cohorte ou du programme dans l'ensemble, car tout le monde ici est occupé à ses affaires. Et comme conséquence, le chercheur développe en lui ce que j'appelle un sentiment d'isolement. Mon hypothèse est que ce sentiment a un effet néfaste sur la santé mentale du chercheur, sur sa production universitaire et en plus sur sa capacité à tisser des liens avec d'autres étudiants. Or, nous savons à quel point un réseautage est important et même essentiel dans les rapports de nos jours. Certes, l'université offre des ateliers de formation, mais il y a des discussions qui ne sont pas abordées lors de ces ateliers. Ces non-dits peuvent se révéler lors d'interactions entre étudiants. Pour donner un exemple concret de cela et qui sera davantage exposé dans mon dernier point, un étudiant nouvellement arrivé ne connaît pas les mécanismes pour gagner des moyens pécuniaires qui se réalisent par le biais des contrats au sein de l'université. C'est à un collègue ou encore à un ami de lui orienter à ce sujet. En ce sens, j'aimerais saluer mon ami Alexis qui fait partie de l'assistance. Il m'a bien aidé, il m'a orienté plusieurs fois autour de mes activités ici et également académiques. Je te remercie beaucoup. Donc, c'est à partir de cet instant-là que le réseau commence à se créer. Ainsi, ne pas avoir accès au réseau signifie ne pas avoir accès au contact. Également, cela s'associe à l'exclusion et je pense que le tout rend difficile le parcours du chercheur. Passons maintenant à la deuxième difficulté qui est celle académique. En plus d'avoir un effet néfaste sur la santé mentale, le sentiment d'isolement a une conséquence majeure sur la formation et l'apprentissage du chercheur. À cause de cela, ce dernier malheureusement n'arrive pas à combler les attentes des professeurs hors du programme. Certains étudiants n'assimilent pas véritablement les nouvelles approches pédagogiques et même l'accent de leurs professeurs. Certes, ils parlent français, ils le comprennent, mais le vocabulaire utilisé ici est différent du leur. Et la langue française varie, comme on le sait bien, selon le pays. Donc,
Cette situation augmente encore une fois non seulement le niveau de difficulté du chercheur, mais augmente aussi son degré de stress, car ce dernier ne maîtrise pas parfaitement les intonations ainsi que les expressions propres au territoire d'accueil que le professeur utilise certaines fois. Conséquemment, le sentiment d'isolement signalé précédemment se renforce de manière significative. Maintenant, nous allons voir la dernière difficulté qui, selon mon point de vue, est la plus évidente de toutes. Donc, l'autre difficulté, comme je viens de le dire, qui fragilise le parcours du chercheur haïtien ici au Québec, ainsi que d'autres chercheurs internationaux en général, est l'aspect économique. Et parler de cet aspect me conduit à prendre en considération la recherche menée par l'organisme Fonds de recherche sur la société et la culture, sur l'impact des difficultés financières vécues par des étudiants internationaux. Les résultats de cette étude montrent que les étudiants qui ont des soucis financiers entravent leur réussite universitaire. Ainsi, l'étudiant international, je prends celui haïtien comme exemple, pour ne pas entraver son parcours, postule pour des bourses d'études destinées aux étudiants étrangers. Ces dernières, peu nombreuses, constituent un moyen idéal pour permettre à l'étudiant de se consacrer pleinement à ses études. Étant peu nombreuses et certaines fois de petite valeur, ces bourses font l'objet d'une grande concurrence. Et malheureusement, les étudiants internationaux nouvellement arrivés, pour la grande majorité, ne figurent jamais parmi les récipiendaires de ces bourses. De plus, les étudiants internationaux n'ont pas le droit à des prêts et bourses. Ils n'ont pas accès à certaines bourses comme celles du gouvernement, FRQSC, CRSH. Ces bourses sont réservées à des citoyens canadiens ou encore à des résidents permanents. Et je pense que ceci nuit favorablement au parcours du chercheur international. Il existe des initiatives efficaces et louables même qui encouragent les étudiants étrangers et canadiens, comme par exemple la bourse de soutien du CELAP. Mais ces initiatives sont insuffisantes. Alors, le chercheur, conscient de sa triste réalité, se trouve dans l'obligation de travailler hors campus, dans le but de subvenir à ses besoins ici à Montréal. Car, comme je l'ai mentionné plus haut, il ne fait pas partie d'un réseau. Tous les étudiants au doctorat doivent travailler. C'est un fait. Mais la question fondamentale est de savoir où travailler. Pour la grande majorité, les étudiants internationaux nouvellement arrivés travaillent hors campus. Et en travaillant hors campus, ils travaillent certaines fois dans des milieux peu valorisés. Le chercheur fait donc face à un autre aspect de difficulté qui s'avère très défavorable, excusez-moi, et même désagréable à son parcours. Il s'agit de formes subtiles de discrimination. Ce genre d'attitude accroît le sentiment d'isolement que j'ai évoqué tantôt. Sans aucun doute, les capacités et les dispositions préalablement élaborées pour boucler le cycle universitaire en venant ici risquent d'être affectées. Cet aspect est perçu, encore selon mon point de vue, comme un obstacle préoccupant pour le chercheur. Ces quelques difficultés relatées dans le cadre de ce colloque présentent les défis rencontrés par un chercheur haïtien lors de son parcours d'études. Elles ont des impacts négatifs sur le développement personnel et qui peut pousser l'étudiant à l'abandon. D'un côté, au sein de sa communauté d'appartenance, et d'un autre côté, dans le milieu en blanc qu'il côtoie, en dehors de celui auquel il appartient. L'étudiant se trouve donc dans une situation ambiguë. Cette ambiguïté constitue un spectacle désolant pour l'univers de la recherche et pour la production du savoir. De plus,
cette ambiguïté interfère avec le bien-être et la réussite de son cheminement scolaire. Toutefois, il convient d'émettre comme hypothèse, en guise de conclusion à cette présentation, que l'étudiant dévoué arrive tant bien que mal à contourner ces difficultés dans le but de boucler son programme universitaire et même obtenir le diplôme en pratiquant 3 stratégies. Il en est de la résilience, de la patience et de l'amour. Je vous remercie amplement de votre écoute et je suis disponible pour des questions. Merci encore. Merci beaucoup, Fitzgerald. Merci, merci à vous trois pour ce premier panel. Je pense que vos présentations étaient chacune extrêmement éloquentes et claires. En tout cas, ça ouvre les yeux sur des défis importants. Puis c'est toujours intéressant de voir comment à chaque fois, ça vient lier le parcours émotif comme ayant un impact certain sur la recherche au final. Donc, merci. Et si je peux ajouter quelque chose avant les questions, je voulais en fait vraiment le souligner parce que je pense que c'est important. Je voulais vous remercier, Brigitte et Fitzgerald, parce que je sais que votre proposition a beaucoup évolué en ce que vous nous avez proposé l'année dernière et aujourd'hui. Je vois que vous avez fait le sacrifice, si je puis dire comme ça, de ne pas parler forcément de votre thématique de recherche pour plutôt prendre l'espace de manière collective pour aborder des thématiques que soit on ne peut pas entendre, on ne veut pas entendre. Je vous remercie d'avoir fait ce choix-là. C'était le but que le colloque puisse aussi avoir des thématiques comme ça qui soient mises de l'avant. Donc voilà, je pense que c'est trop important pour ne pas le souligner. Merci d'avoir fait ce sacrifice-là. Merci, merci. Tellement. Merci Sarah pour ton intervention, c'est vrai. Donc, on va y aller avec le même modus operandi avec les mains levées par Zoom. N'hésitez pas aussi à écrire en privé, à m'écrire à moi en privé si vous avez des questions que vous ne souhaitez pas poser vous-même. Et voilà, je rappelle aussi qu'on observe l'autorégulation. Donc, je vois qu'il y a 2 mains levées. Je vais commencer avec Katharina. Donc, la parole est à toi. Je pense que c'était... Analou était plus rapide que moi, juste pour dire. Oui, c'est Donc, ça. Analou, C'est juste pour si tu- varier les interventions, ok. étant donné qu'elle a... Moi, je ne vais pas prendre trop la parole. Je voulais juste remercier voilà, nos 2 intervenantes de ce matin. Et généralement, je voulais rester en retrait, comme je considère que c'est surtout un colloque aussi entre vous pour la parole libre. Donc, je vais essayer d'être courte et ce n'est pas une question, c'est juste pour dire que je suis vraiment à l'écoute de ce que vous dites. Il y a beaucoup de choses aussi où je me reconnais, donc c'était très touchant, hein, vos présentations, surtout par rapport à la francophonie, Fritz. Voilà, donc je trouvais ça très pertinent. J'étais dans ce même genre de situation il y a pas plus de 20 ans. Aussi toute la précarité qui peut exister quand on part de chez soi et quand on essaie de retrouver à nouveau chez soi et puis on est étiré un peu entre différents continents, communautés linguistiques et culturelles, plus la difficulté évidemment financière. Donc tout ce que je voulais dire, c'est que c'était vraiment bien de vous entendre si ouvertement sur les problématiques dont on ne parle pas assez. Et parfois, on a peur d'en parler. Et sachez qu'on est à l'écoute aussi des professeurs du CELAT UQAM, et que je l'entends et qu'on va continuer avec Estelle. On essaie de le faire le plus possible pendant la pandémie, de mettre en pratique toutes les choses que vous dites, qu'on essaie de changer les choses dans la mesure de nos moyens possibles, donc que c'est entendu en fait, donc ce n'est pas une parole dans le vide, c'est surtout ça. Donc je voulais juste dire que c'est arrivé et absorbé dans mes petites éponges cérébrales, c'est tout. Voilà, je vous laisse discuter, je disparais un peu, voilà. Merci beaucoup, Katharina. C'est toujours agréable de savoir qu'il y a des gens à l'écoute. Annalou, tu avais ta main levée aussi? Oui, merci beaucoup à Brigitte et Fritz pour les interventions. Et vu qu'on parlait justement de transversalité entre les présentations,
Je voulais savoir si, Brigitte, il y avait des points dans lesquels tu te reconnaissais dans la présentation de Fritz, parce que tu nous as parlé des problématiques que tu vois au Cameroun dans ta recherche. Puis je sais que tu es au Cameroun en ce moment, mais que tu as passé quand même un peu de temps au Québec sur place. Donc, est-ce que tu te reconnais là-dedans? Est-ce que tu vois qu'il y a des difficultés similaires? Merci. Vous m'entendez? Anna, je vais te répondre sincèrement. C'est grâce au café du CELA que j'ai pu passer ma déprime canadienne. Et merci beaucoup à CELA pour avoir commencé avec. Brigitte? Oui. Oui, c'est ça, je t'arrête. Je ne sais pas si le son sur ton ordinateur serait peut-être mieux ou on entend un mot sur deux. On n'entend pas très bien. J'arrête quoi, l'ordinateur ou le téléphone? Là, c'est mieux par contre. Là. OK. Là, c'est mieux? C'est mieux? Oui, c'est beaucoup mieux. C'est mieux. OK, je disais que je remerciais vraiment le CELA pour avoir mis sur pied les cafés du CELA. En arrivant au Canada, notamment à Montréal et au programme interuniversitaire, j'ai beaucoup déprimé à cause de plusieurs enjeux. D'abord, le défi de la langue, de l'anglais. Mon premier séminaire automne était totalement en anglais et c'était un challenge pour moi. Il fallait me mettre au même niveau de langue que les autres. En dehors du niveau de langue, il fallait essayer de comprendre le système canadien qui est complètement différent du système camerounais. Et en dehors de cela, il fallait tout faire pour avoir de bonnes notes. Ça, c'était mes premiers challenges. Et comme je ne connaissais personne à Montréal, j'allais juste faire mes cours et je rentrais m'enfermer dans mon appartement. Alors, j'ai déprimé, j'ai eu un souci de santé mentale. Quand le CELA a ouvert enfin les cafés du CELA, j'ai dit, ouf, mon Dieu, une bouée, on me lance une bouée de sauvetage. Et c'est par rapport à ces cafés-là que j'ai sympathisé avec Fritz Gérard. Merci infiniment à Fritz Gérard pour sa disponibilité, pour tout ce qu'il a mis pour que je me sente incluse dans le système canadien. Et sa présentation m'a beaucoup rappelé ce que j'ai vécu à Montréal par rapport à l'isolement, cet isolement qui nous crée un trouble et on ne peut pas faire de la recherche quand on est triste, on ne peut pas faire de la recherche quand on déprime. Merci, Gérard, d'avoir attiré l'attention sur ce phénomène-là. Et je crois que c'est un phénomène très important, ce phénomène d'isolement qui impacte sur la santé mentale du jeune chercheur. Chris a également parlé du travail. Oui, c'est bien beau de travailler, mais moi, par ma propre expérience, je me suis rendu compte que allier travail et études universitaires était impossible pour moi parce qu'il fallait comprendre la langue, il fallait comprendre ce que les enseignants disaient parce que j'avais un souci de compréhension aussi des expressions en français et en anglais utilisées par certains enseignants. Donc, il fallait essayer de comprendre cela. Et je vous assure, lorsqu'on allie travail et en même temps études, on est épuisé, on est vidé. Et tous les soirs, quand je revenais du boulot, je me sentais vidée et je n'arrivais pas à faire mes devoirs. Alors, j'étais obligée de démissionner parce que je me suis dit, ce qui m'a fait entrer au Canada, c'est la bourse. Et si j'ai un mauvais rendu académique, alors je vais perdre sur tous les fronts. Alors, j'ai préféré démissionner de mon travail et me concentrer à ma thèse. Voilà les défis auxquels moi, en tant que chercheur international, en tant que nouvelle arrivante au Canada, j'ai fait face. Et c'était très dur, je vous assure, très dur pour moi.
Merci. Je pense on est tous et toutes vraiment touchés par vos témoignages puis vos expériences. Merci de nous les partager. Je pense que ça fait encore plus de sens de se rassembler aujourd'hui pour ventiler ensemble, puis avoir une écoute active par rapport à ces enjeux-là qui sont vraiment importants. Je vois que Estelle a levé la main. Si je ne m'abuse, là, je t'ai fait. Oui, OK. Fait que je te laisse la parole. Puis ensuite, on prendrait la pause. Donc, Estelle, tu clorais la portion de discussion pour le troisième panel. Donc, je te laisse la parole. D'accord. Je voulais vous remercier, Fritz, Brigitte, et Maude aussi, pour votre partage, vos témoignages, votre partage de connaissances puis d'expériences. Tu sais, ça me fait vraiment, là, je vais un peu dire une généralité, mais ça a été nommé hier par Nadia, entre autres, tu sais, comment qu'on n'est pas égaux, égal devant les institutions, puis devant, donc, la recherche, si on la prend justement comme institution. Puis, fait que on dirait que je voulais juste renommer ça parce que ce matin, je terminais de préparer ce que je vais vous présenter tout à l'heure. Puis, je me dis, mais quand même, c'est hallucinant le luxe que j'ai de partager mes réflexions par rapport au confort, finalement, dans lequel se fait ma recherche. Puis après, je veux dire, j'ai mes problèmes, j'ai mes enjeux, j'ai mes difficultés aussi. On en rencontre tous et toutes des défis, mais matériellement, c'est d'aucune commune mesure. Les enjeux de langue que vous nommez l'un et l'autre, l'une et l'autre, les enjeux financiers, les enjeux, tu sais, on les rencontre tous et toutes comme jeunes chercheurs, mais à des niveaux vraiment incommensurables. Puis j'admire vraiment votre volonté ou votre détermination, c'est le mot que je cherchais, votre détermination à continuer, en fait. Puis on dirait que je voulais nommer ça. Puis ça fait un peu écho au mode aussi. Bon, on reviendra peut-être, si tu es encore là ce midi, sur d'autres questions que j'avais par rapport à ta présentation, bon. Mais c'est face aux difficultés, mais aussi aux échecs parfois, aux erreurs qu'on fait, aux échecs qu'on rencontre, qui sont donc autant liés à des qui sont structurelles ou qui sont liées à des difficultés, c'est ça, structurelles, ou qui sont liées à des erreurs de parcours ou des enjeux de parcours. Mais bref, c'est ça. Je voulais juste renommer et vous remercier finalement pour votre partage, puis vous dire qu'une des choses qui m'a vraiment beaucoup touchée, c'est quand vous nommez vos amitiés. Je trouve ça quand même merveilleux, justement, d'avoir des occasions, qui ont été créées effectivement par le café étudiant, mais aussi par les rencontres. Fritz, tu parlais de ton ami qui est ici, Alexis. Des échanges courriels parfois qu'on a juste sur d'autres enjeux qui ne sont pas ceux de la recherche, mais qui font qu'on est capable de faire nos recherches, finalement. Puis c'est ça aussi qui est créé par l'équipe d'organisation du CELAT aujourd'hui, j'ai l'impression. C'est la possibilité de créer ces relations-là qui nous permettent ensuite de continuer. Fait que voilà, c'était mon petit commentaire émotif, mais je suis super touchée par vos présentations. Merci vraiment beaucoup. Merci, Fritz. Tu peux enchaîner. Je vois que tu as levé la main. Là, on va continuer un peu à en parler parce qu'effectivement, là, Sarah nous rappelle que c'est vraiment une conversation importante qu'on a en ce moment. Donc, on va poursuivre. Oui, je ne vais pas prioriser la parole pendant longtemps parce que je vois que l'heure file. Mais c'est juste pour revenir à ce que Estelle vient de mentionner. Alexis qui est là, il a été la première personne vers qui j'ai tourné. Il s'est venu à moi. Il était comme une oreille qui m'écoutait et il avait de la patience envers moi. Et il m'orientait dans les choix de cours. Ah, voilà ce que tu dois faire, voilà ce que tu dois faire. Donc, sans lui, ma première année au doctoral aurait été un échec total. Mais hier encore, en discutant avec un collègue québécois encore ici, il dit, est-ce que je peux te poser une question? Je lui parlais de ma présentation, que j'allais faire une présentation, tout ça. Il me dit, est-ce que je peux te poser une question? Je dis, vas-y. J'espère que tu ne seras pas fâché. Il dit, mais non, vas-y.
Et puis, il m'a dit, mais comment tu fais pour lier les deux, travailler et étudier? Et là, j'ai eu un léger sourire. Je lui ai dit, mais c'est la motivation. Je suis motivé. Parce qu'en venant ici, je sais que je dois finir. Et si je ne termine pas, c'est un échec pour moi. Non seulement pour ma famille, mais également pour le pays. Parce que j'ai laissé dans le but de terminer. Il me dit, mais oui, je comprends. Mais comment tu fais pour garder cette motivation? Je dis, mais je t'ai répondu, je ne peux pas abandonner. Et à cause de ça, je dois doubler et même tripler mes efforts dans le but de terminer tout ça. Je lui ai dit, oui, j'ai des crises d'angoisse, j'ai des crises d'émotion, mais ces crises d'angoisse, je les, c'est que je les fais dans mon lit. Certaines fois, je pleure. Je dis, ah non, je ne dois pas abandonner, je dois terminer. Il a dit, ah, bravo. C'est ce qu'il m'a dit. Donc, je voulais partager cette anecdote avec vous autres. Merci encore. Merci Fitzgerald, pour ta sincérité, ta vulnérabilité. Je pense qu'on est tous vraiment touchés là, d'écouter ça, puis d'avoir accès à ces parties-là de vos parcours académiques, finalement, qui deviennent super émotifs, puis on sent vraiment la pression que vous pouvez avoir, qui est vraiment pas la même en tout cas, personnellement, que moi j'ai vécu là. Célia, je te laisse enchaîner. Je vois que tu avais la main levée. Ah, ton micro est sur silencieux. Désolée. Je suis très touchée, je suis un peu émue. Ça me rappelle des choses aussi, même si je n'ai pas eu le même parcours, mais les sacrifices en fait derrière les migrations pour les études, on va dire. Mais je voulais juste vous témoigner le fait que au CELAT, en fait, on veut que ça soit avant tout, oui, c'est un lieu de recherche, mais c'est un lieu de rencontre. Et c'est sûr que cette année pandémique a été difficile par rapport à ça parce que personnellement, mais je sais que c'est la même chose pour Estelle, pour Katharina, pour Michael Alucak et pour Jean-François ici, là, mais on est avant tout des humains avant d'être des chercheurs et on travaille sur des sujets qui sont importants dans la dynamique collective, sociétale et tout ça. Et je veux dire, oui, on fait des recherches sur la diversité, sur les processus de pluralisation, tout ça, mais je veux dire, avant tout, on est des gens qui sommes touchés par ces parcours-là dans notre quotidien et on veut être là autant pour le chercheur que pour la personne qui est derrière, donc pour l'humain. Et c'est ce qui a manqué beaucoup cette année. Donc, je suis très contente de savoir que les moindres petits gestes qu'on a pu réussir à faire, comme les cafés étudiants, ont pu servir et j'en suis ravie parce que ça m'a permis de rencontrer plusieurs des personnes qui sont là, notamment Fred Gérald, Brigitte, Eli, que j'avais pas eu l'occasion de rencontrer jusqu'à présent, peut-être d'autres, mais les parcours ont été inspirants, touchants, puis je veux vraiment que vous voyez le CELAT comme une bulle d'oxygène où vous pouvez vous sentir à l'aise de venir nous parler, que ce soit de vos préoccupations personnelles ou professionnelles, peu importe, mais on veut aussi être un tremplin, notamment pour nos étudiants étrangers, pour leur donner leur première chance de travailler aussi dans un contexte universitaire québécois. Et ça, c'est très important, je pense. Et je voulais juste partager ce témoignage pour vous dire qu'on est là, qu'on pense à vous et que, comme a dit Katharina tout à l'heure, tout ce que vous dites actuellement et depuis hier, c'est des choses qu'on prend en note et qu'on va essayer de traduire d'une façon ou d'une autre pour vous aider au mieux. Donc, merci beaucoup à vous tous. Merci. Merci de m'avoir donné la chance de faire ce témoignage. Merci. Merci. Sur cet autre début de journée aussi émotive qu'hier, on va prendre une petite pause pour se poser, justement, aller peut-être prendre un petit peu l'air, puis c'est ça. On se retrouve à 11h10 pour le dernier panel de cette journée de colloque. Puis encore une fois, merci à tout le monde pour ces beaux partages. Je pense que ça va rester gravé dans nos mémoires. En tout cas, ça va être gravé dans les archives, ça, c'est certain. Merci, On se voit tout à l'heure.
À tout à À l'heure. tout à l'heure.